Dans cette deuxième vidéo, on va voir que la compréhension de gravité qu'on a développée dans la vidéo précédente nous permettra de proposer des solutions intuitives de la matière noire et de l'énergie noire. La problématique de la matière noire a été soulevée depuis des décennies, lorsque les physiciens ont constaté que les étoiles tournent autour du centre des galaxies, à une vitesse supérieure à celui prévu par les équations de la gravité, en tenant compte de la masse visible des galaxies. Et que pour expliquer cette vitesse supplémentaire, les physiciens ont postulé l'existence d'une masse supplémentaire non visible par nos moyens traditionnels et qu'elle n'émet pas ou très peu de radiation détectable par les moyens traditionnels. C'est pourquoi on l'a appelée matière noire. Rappelons que selon la relativité générale, une vitesse orbitale supplémentaire est le résultat d'une courbure supplémentaire de l'espace-temps. Pour redéfinir la matière noire conformément à la compréhension qu'on a développée de la gravité, on pourrait dire que la matière noire est le phénomène par lequel l'espace en 3 dimensions plus une dimension à échelle quantique ralentit dans la 4e dimension au-delà de ce que l'interaction de la matière baryonique avec le boson de Higgs permet d'expliquer en tenant compte des lois de la gravité. Et pour éviter la confusion, on va garder le même nom du phénomène de la matière noire, qui décrit la force gravitationnelle additionnelle dans les galaxies ou entre galaxies ou amas de galaxies, qui ne peut pas être expliqué par la matière baryonique. Le concept d'énergie noire également découle d'une observation empirique que l'éloignement des galaxies l'un de l'autre s'accélère contrairement aux prédictions qui estiment que la vitesse de l'expansion doit plutôt ralentir sous l'effet de la gravité. Là aussi, et pour expliquer les causes de l'accélération de cette expansion, les scientifiques ont postulé l'existence d'une énergie répulsive nommée énergie noire, pour désigner la quantité de l'énergie nécessaire à l'expansion de l'univers. Pour pouvoir aborder ces deux phénomènes et explorer les pistes de solution, rappelons brièvement les postulats qui nous ont permis de redéfinir la gravité. Comme une feuille en 2 dimensions avec une 3e dimension très petite, notre univers est un univers en 3 dimensions avec une 4e dimension très petite, soit à échelle quantique, qui se déplace à la vitesse de la lumière dans un univers à 4 dimensions. Le boson de Higgs est un champ qui occupe la 4e dimension. Et à l'interaction avec le boson de Higgs, la matière baryonique ralentit son déplacement dans la 4e dimension et traîne avec elle la partie de l'espace dans laquelle il est situé. Le temps relatif dans notre univers est proportionnel à la vitesse à laquelle se déplace l'univers ou une partie de l'univers dans la 4e dimension. Arrivant maintenant à l'hypothèse la plus importante pour la matière et l'énergie noire, est que l'espace vide lui-même interagit avec le champ de Higgs exactement comme l'interaction de la masse avec le champ de Higgs, mais avec une intensité beaucoup plus faible. Étudions maintenant cette hypothèse pour voir ses implications probables et regardant si l'observation confirme nos conclusions. Intuitivement, cette interaction de l'espace vide avec un champ quantique peut se manifester en 3 formes. Dans un espace vide homogène, l'interaction avec le champ quantique, tel que postule notre hypothèse, cause un ralentissement de déplacement de l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension. Selon l'hypothèse, l'interaction étant très faible, donc le ralentissement escompté doit être minime, et le déplacement dans la 4e dimension ne doit pas s'écarter trop de la vitesse de la lumière. Aussi, cet effet n'est pas perceptible à notre niveau, car l'interaction entre ce champ et l'espace vide se manifeste partout dans l'univers avec le même degré. Donc cet effet n'est pas perceptible localement, ça veut dire dans une partie de notre univers. Dans les mêmes conditions, soit lorsque l'espace en 3 dimensions est vide de toute matière baryonique, donc non courbée, une partie de l'interaction se dissipe ou se disperse dans les 3 dimensions traditionnelles. Cet effet peut être assimilé à l'effet du vent sur un voile malgré que le vent souffle horizontalement, mais une partie du vent va se dissiper dans les 2 autres sens et obliger le voile à se dilater légèrement, et si la voile est assez élastique et est assez grande, cette dilatation peut être perceptible.
On pourra ainsi prévoir le même effet de notre univers en 3 dimensions. Dans la 4e dimension, à l'interaction avec le boson de Higgs. Le transfert de cette interaction entre l'espace et le champ quantique à nos 3 dimensions traditionnelles engendre la dilatation de l'espace ou l'expansion de l'univers selon les termes de la physique moderne, à l'image d'un voile qui est étiré par le vent. On va voir plus tard comment cet effet combiné avec l'effet qui explique la matière noire peut expliquer l'énergie noire ou l'expansion accélérée de l'univers. Lorsque l'espace est déjà courbé dans la 4e dimension sous l'effet de la masse, l'interaction entre l'espace vide et le champ de Higgs vient en partie augmenter la courbure de l'espace dans la 4e dimension, au lieu de dilater l'espace dans les 3 dimensions traditionnelles. La courbure causée par la masse transforme l'espace en une sorte de trappe qui empêche l'énergie de se disperser dans les 3 dimensions traditionnelles, et diminue la dilatation de l'espace en 3 dimensions, au profit d'une dilatation de l'espace dans la 4e dimension. L'énergie ainsi créée par l'interaction se transforme donc d'une énergie noire qui dilate l'espace dans ces 3 dimensions vers une dilatation de l'espace dans la 4e dimension, c'est-à-dire la courbure supplémentaire de l'espace, ou ce qu'on appelle communément la matière noire. Pour visualiser ces effets, comme d'habitude, on doit supposer que nous vivons dans un univers en 2 dimensions, à l'image d'une feuille géante qui se déplace dans un univers en 3 dimensions à une très grande vitesse. Si la feuille est parfaitement plate, ne contient pas de courbure, il y aura un ralentissement causé par l'interaction de notre feuille avec les particules qui occupent notre espace en 3 dimensions, sauf que pour un observateur qui est situé dans la feuille, il pourra jamais se rendre compte de ce ralentissement. La 2e manifestation de cette interaction est une dilatation dans 2 dimensions, causée par l'énergie de l'interaction qui équivaut au vent qui souffle sur une feuille, qui est dissipé sur les 2 dimensions de la feuille et qui engendre la dilatation de cette feuille. Un effet qui ne peut être perceptible que sur très grande distance, étant donné la faible interaction entre notre feuille et les particules qui remplissent l'espace. Dans le cas d'un espace courbé, notre feuille ressemble plus à un sac, et elle attrape l'air et laisse plus difficilement le vent se disperser sur les côtés. Une partie de l'énergie du vent qui se manifestait sous forme de dilatation d'espace en 2 dimensions va se transformer en dilatation de notre espace dans la dimension supplémentaire, donc un accroissement du volume du sac pour notre exemple simplifié, et l'accroissement de la courbure de l'espace pour notre univers réel. Étudions maintenant les variables qui déterminent cette interaction et ses différentes manifestations. La dilatation de l'espace dans nos 3 dimensions traditionnelles, expansion de l'univers, dépend de l'interaction entre l'espace et le champ de Higgs, moins la partie de l'énergie de cette interaction qui va se transformer en matière noire ou courbure supplémentaire de l'espace-temps selon les termes de la relativité générale. Avant d'étudier l'intensité de la courbure supplémentaire de l'espace, ou ce qu'on appelle d'habitude matière noire, et les variables qui déterminent l'intensité de cette courbure, rappelant la nouvelle compréhension de ce phénomène, qui consiste d'une interaction entre l'espace vide et le champ de Higgs qui est, en présence de matière baryonique, transforme l'espace en une forme de trappe du champ de Higgs, et engendre un ralentissement supplémentaire de l'espace en 3 dimensions dans l'espace en 4 dimensions, ou une courbure supplémentaire de l'espace-temps selon les termes de la relativité générale. À partir de cette définition, on pourrait déterminer que cette courbure supplémentaire dépend du volume de l'espace en 4 dimensions. Plus le volume de l'espace en 4 dimensions est important, plus il se transforme à un filet cosmique qui attrape plus le champ de Higgs, ce qui augmente la courbure de l'espace. Le volume de l'espace en 4 dimensions avant effet de la matière noire ou la courbure totale de l'espace, due à la matière baryonique, dépend de 3 variables. 1. Le rayon de l'espace étudié qui détermine la quantité de l'énergie noire susceptible de se transformer en matière noire. Ou en d'autres termes, la quantité de l'énergie résultant de l'interaction de l'espace avec le boson de Higgs qui dilate l'espace en 3 dimensions, susceptible de se transformer en dilatation de l'espace dans la 4e dimension, et qui est déterminée par la constante de Hubble pour la distance étudiée.
2. L'intensité gravitationnelle causée par la matière baryonique, qui détermine la courbure minimale de l'espace en 3 dimensions dans la 4e dimension. L'intensité gravitationnelle est exprimée par le couple masse-rayon. Dans notre équation pour le calcul de la vitesse orbitale supplémentaire ou toute autre équation qui nécessite de tenir compte de la courbure supplémentaire de l'espace, il faut inclure une constante qui reflète la transformation de la dilatation de l'espace en 3 dimensions, en dilatation de l'espace dans la 4e dimension sous l'effet de la courbure baryonique de l'espace. C'est l'équivalent de la constante gravitationnelle pour la gravité. 3. La concentration de la matière baryonique dans l'espace étudié qui indique la courbure moyenne de l'espace. C'est ainsi que pour une intensité gravitationnelle donnée, la courbure moyenne peut varier sensiblement selon que la matière baryonique est concentrée ou dispersée dans l'espace étudié. Pour une intensité gravitationnelle donnée, soit un couple masse-rayon donné, la courbure minimale représente la courbure à une distance r, qui sera aussi la courbure moyenne à l'intérieur de l'espace, si et seulement si la matière est également répartie dans l'espace. Mais puisque ce n'est pas le cas, et que la matière répartie d'une façon inégale d'une partie de l'espace à une autre, alors malgré que la courbure à une distance r sera la même pour une intensité gravitationnelle donnée, mais la courbure moyenne est plus importante lorsque la matière est concentrée dans des astres et des étoiles. Le cas extrême sera que toute la matière est concentrée en un seul point ou un trou noir. Dans ce cas, la courbure maximale sera dans l'horizon des événements, et la courbure diminue peu à peu jusqu'à atteindre la courbure minimale à distance r. Ici, la courbure moyenne sera le plus important. Entre une courbure moyenne qui est égale à la courbure minimale, lorsque la matière baryonique est dispersée également dans l'espace, et une courbure moyenne égale à la courbure maximale lorsque toute la matière baryonique est concentrée dans un seul trou noir. Il y a une infinité de possibilités. Il faut tenir compte de cette courbure moyenne supplémentaire pour toutes études qui visant à tenir compte de la courbure non baryonique de l'espace ou ce qu'on appelle d'habitude matière noire. L'étude de la courbure moyenne nous permet de déterminer le volume de l'espace en 4 dimensions. Le volume de cet espace détermine l'importance de transfert de la dilatation de l'espace en 3 dimensions, en dilatation de l'espace en 4 dimensions. On pourrait ainsi écrire l'équation de la matière noire ou la courbure supplémentaire comme suit. Première partie, la proportion de l'expansion de l'univers dans l'espace étudié qui reflète l'interaction de l'espace avec le champ de Higgs, qui est susceptible de se transformer en matière noire ou en courbure de l'espace dans 4e dimension, et qui dépend de la distance étudiée et de la constante de Hubble, soit h0, la constante de Hubble fois r, le rayon sur mégaparsec. Deuxième partie, l'intensité gravitationnelle qui désigne la courbure de l'espace et qui permet la transformation de l'expansion en 3 dimensions, en expansion dans la 4e, avec une constante d, soit racine de m fois d sur r, avec m la masse. D la constante de courbure supplémentaire, r le rayon, qui reflète la transformation de la dilatation de l'espace en 3 dimensions, en dilatation de l'espace dans la 4e dimension sous l'effet de la courbure baryonique de l'espace. Troisième partie. La concentration de la matière baryonique dans l'espace étudié qui indique la courbure moyenne de l'espace. C'est ainsi que pour une intensité gravitationnelle donnée, la courbure moyenne peut varier sensiblement selon que la matière baryonique est concentrée ou dispersée dans l'espace étudié. Pour une intensité gravitationnelle donnée, soit un couple masse-rayon donné, la courbure minimale représente la courbure à une distance r, qui sera aussi la courbure moyenne à l'intérieur de l'espace si et seulement si la matière est également répartie dans l'espace. Mais puisque ce n'est pas le cas et que la matière est généralement répartie d'une façon inégale d'une partie de l'espace à une autre, alors malgré que la courbure à une distance r sera la même pour une intensité gravitationnelle donnée, mais la courbure moyenne est plus importante lorsque la matière est concentrée dans des astres et des étoiles. Le cas extrême sera que toute la matière est concentrée en un seul point ou un trou noir. Dans ce cas, la courbure maximale
sera dans l'horizon des événements, et la courbure diminue peu à peu jusqu'à atteindre la courbure minimale à distance r. Ici, la courbure moyenne sera la plus importante. Entre une courbure moyenne qui est égale à la courbure minimale, lorsque la matière baryonique est dispersée également dans l'espace, et une courbure moyenne égale à la courbure maximale, lorsque toute la matière baryonique est concentrée dans un seul trou noir, il y a une infinité de possibilités. Il faut tenir compte de cette courbure moyenne supplémentaire pour toutes études qui visant à tenir compte de la courbure non baryonique de l'espace ou ce qu'on appelle d'habitude matière noire. L'étude de la courbure moyenne nous permet de déterminer le volume de l'espace en 4 dimensions. Le volume de cet espace détermine l'importance de transfert de la dilatation de l'espace en 3 dimensions en dilatation de l'espace en 4 dimensions. On pourrait ainsi écrire l'équation de la matière noire ou la courbure supplémentaire comme suit. Première partie, la proportion de l'expansion de l'univers dans l'espace étudié qui reflète l'interaction de l'espace avec le champ de Higgs qui est susceptible de se transformer en matière noire ou en courbure de l'espace dans 4e dimension et qui dépend de la distance étudiée et de la constante de Hubble, soit H0 la constante de Hubble fois R sur mégaparsec. Deuxième partie, l'intensité gravitationnelle qui désigne la courbure de l'espace et qui permet la transformation de l'expansion en 3 dimensions en expansion dans la 4e avec une constante d, soit racine de m fois d sur r avec m, la masse. D, la constante de courbure supplémentaire, r, le rayon. La troisième partie de l'équation qui représente la courbure moyenne et qui peut être aussi reflétée par le degré de la concentration de la matière. Mathématiquement, ça peut être exprimé par le volume réel de l'espace en 4 dimensions, divisé par le volume minimal de l'espace en 4 dimensions, ou le volume de l'espace selon la concentration réelle divisé par le volume de l'espace selon la concentration minimale. Maintenant, il reste à savoir comment cette explication peut nous aider à expliquer certaines observations sur l'énergie noire et la matière noire, comme pourquoi l'expansion de l'univers accélère. Avec l'explication qu'on vient de voir, l'expansion de l'univers n'est plus seulement la conséquence, le Big Bang, mais aussi de l'interaction de l'espace vide avec le boson de Higgs, et avec l'expansion de l'univers, la matière baryonique devient plus dispersée dans l'espace, et l'intensité gravitationnelle moyenne de l'univers diminue, et la quantité de l'interaction qui se manifeste en énergie noire ou en expansion d'univers augmente au détriment de la proportion de l'interaction qui se manifeste en matière noire. Ceci ne veut pas dire nécessairement que la quantité de la matière noire totale dans l'univers diminue, c'est la quantité de la matière noire par unité d'espace, ou la courbure moyenne due à l'interaction de l'espace vide avec le champ de Higgs qui diminue à cause de l'expansion de l'univers et de la diminution de la densité moyenne de l'univers en matière baryonique. En même temps et avec le même principe, on pourra prévoir que l'expansion de l'univers est plus vite dans les endroits moins denses de l'univers. Donc, dans le but de valider cette compréhension de la matière et de l'énergie noire, on pourra vérifier que l'expansion de l'univers n'est pas homogène partout mais dépend de la quantité d'interaction qui ira à la matière noire. Donc plus il y a de matière noire, moins il y aura d'énergie noire. Cette compréhension peut apporter une réponse à la tension de Hubble, qui évoque la divergence de la valeur de la constante de Hubble mesurée empiriquement et la valeur estimée par le modèle lambda CDM. On sait maintenant que la matière noire est la combinaison de l'interaction de l'espace vide, le boson de Higgs, et la matière baryonique. On sait aussi qu'au début de l'univers, le volume de l'espace était plus petit, ce qui indique que l'énergie d'interaction entre l'espace vide et boson de Higgs était moins importante, donc il y a moins d'énergie noire susceptible de se transférer en matière noire. Donc, au début de l'univers, la courbure de l'univers ne reflète pas la quantité de matière noire supposée par le modèle lambda CDM. On fait le modèle lambda CDM repose sur une quantité fixe de matière noire, alors que l'explication qu'on vient d'avancer stipule que la courbure supplémentaire, l'espace, est due
à l'interaction de l'espace vide avec le champ de Higgs et qu'il y a 3 variables qui déterminent la valeur de cette courbure supplémentaire, soit l'intensité gravitationnelle, le volume de l'espace et la concentration de la matière baryonique. Et on voit très bien que ces 3 variables sont dynamiques dans la vie de l'univers, puisque le volume de l'espace croît avec l'expansion, l'intensité gravitationnelle change. Avec la dilatation de l'espace et la concentration de la matière baryonique aussi change à fur et à mesure de la formation des galaxies, étoiles et trous noirs, et leurs évolutions. Les dernières observations des galaxies nous montrent une galaxie qui semble vide de toute matière noire. Donc la seule courbure de l'espace observée était la courbure due à la matière baryonique. Cette galaxie avait la spécificité que sa matière baryonique était très dispersée et qui semble ne pas avoir de grande structure. Donc selon notre explication, la courbure moyenne due à la matière baryonique, qui dépend de degrés de concentration de la matière, est très faible, ce qui diminue sensiblement le volume de la galaxie dans la 4e dimension, et par conséquent affaiblit le transfert de l'interaction de l'espace, vide avec le champ de Higgs de l'interaction dans les 3 dimensions vers une interaction dans la 4e dimension. En contrario, une autre galaxie qui semble constituée principalement de la matière noire, si on se base sur notre explication de la matière noire, on pourrait déduire que la matière baryonique dans cette galaxie est fortement concentrée, probablement dans des trous noirs, ce qui donne à la galaxie un volume très important dans la 4e dimension, et augmente sensiblement la partie de l'interaction de l'espace avec le boson de Higgs qui se manifeste en dilatation de l'espace dans la 4e. Cette explication de la matière et d'énergie noire nous permet également de comprendre pourquoi le modèle monde arrive à simuler en partie la matière noire. La raison est que ce modèle tient en compte en partie des 2 des 3 variables de notre explication. En effet, notre modèle nous montre que ce qu'on appelle matière noire est la manifestation de l'interaction de l'espace vide avec le champ de Higgs, et pour que cette interaction se manifeste, elle a besoin de matière baryonique, et que la concentration de celle-ci accentue cette interaction. La théorie monde tient compte de la matière baryonique, donc de l'intensité gravitationnelle, mais également, et sans le vouloir, de l'interaction du vide avec le champ de Higgs à travers la modification des lois de la gravité à de très grandes distances. On voit également pourquoi la théorie monde ne peut pas expliquer le comportement des galaxies avec une forte concentration de la matière baryonique, ou au contraire des galaxies ayant une faible concentration de la matière baryonique, qui peut être expliquée seulement en tenant compte du 3e élément de notre modèle. Si vous êtes rendu jusqu'à là dans la vidéo, c'est que vous avez très probablement bien compris les notions qu'on a discutées, et certainement vous vous rendez compte que cette explication est révolutionnaire dans la mesure où elle définit la gravité dans son aspect le plus fondamental, et démontre que la gravité n'est pas une force fondamentale, comme la force électromagnétique ou nucléaire forte ou faible, mais plutôt l'effet de la manifestation de l'interaction de la masse avec le boson de Higgs sur l'espace. Cette explication nous débarrasse aussi du problème de l'énergie noire et de la matière noire, comme on a déjà expliqué. Également, elle permet de bâtir un lien entre la physique quantique et relativité générale, à travers la 4e dimension qui est une dimension à échelle quantique, et à travers l'introduction du rôle de champ de Higgs dans la gravité, et peut éventuellement expliquer certains comportements non intuitifs des particules à l'échelle quantique. Donc, au coup de quelques hypothèses assez fortes, on obtient une explication intuitive et cohérente de notre univers. L'élégance de cette explication vient du fait qu'en ajoutant une dimension spatiale et bougeant notre univers à presque la vitesse de la lumière, permet de percer les secrets de la gravité de l'énergie noire et de la matière noire en même temps. Certaines observations permettent déjà de concorder cette explication, mais elle doit être soumise à beaucoup plus d'expérimentation avant d'être admise. Une fois cette explication validée, l'hypothèse de multivers sera beaucoup plus crédible, et notre univers se trouvait très probablement un parmi un nombre incalculable d'univers possibles,
La question qui se pose, est-ce que nous pouvons avoir accès aux autres univers où les caractéristiques physiques de nos univers empêchent tout échange entre ces différents univers? À mon avis, nos connaissances, comme notre capacité physique, arrivent à leurs limites, et comme on ne peut pas espérer avoir un athlète qui fait le course de 100 mètres à moins d'une seconde, nos capacités intellectuelles mais aussi nos moyens de détection arrivent bientôt à leurs limites. Et vous, que pensez-vous?